si pour avancer sur le chemin de la liberté, nous devions nous libérer des formes? Bonjour à tous. Et oui, nous sommes tous quelque part prisonniers des apparences et de nos vieilles formes. Elles nous conditionnent et bien souvent nous enferment. En quelques mots, elles nous limitent. Et dans cette quête de liberté, nous allons devoir, bien sûr quand nous l'aurons décidé, nous engager dans une voie de libération. Dans les écrits ésotériques, il est dit que le cheminement de conscience passe par différents stades évolutifs et libérateurs. Ils sont possibles grâce à de nombreuses crises et épreuves menant à ce qu'on appelle habituellement des initiations. Elles sont parfois fantasmées et ritualisées comme marqueurs d'élévation dans différents cercles ésotériques ou spirituels. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Les initiations, pour nous, et selon les écrits d'Alice Bailey, sont des entrées dans de nouveaux champs de conscience. Elles sont rendues possibles pour les premières initiations qui nous intéressent par une connexion de plus en plus forte avec l'âme. Dans cette approche, les initiations ne sont pas validées par quelconque organisation que ce soit. C'est le vécu intérieur qui nous indique vers quelle étape se situe notre conscience. Une personne proche d'une initiation doit manifester ce nouvel état de conscience au quotidien dans sa façon de vivre et d'interagir avec le monde. Au cours de cette vidéo et des deux suivantes, nous aborderons les 3 premières initiations qui sont pour l'humanité actuelle les 3 initiations en ligne de mire. Elles nous libèrent des forces contrôlantes des corps physiques, émotionnels et mentaux pour permettre l'expression toujours plus grande de l'âme jusque sur le plan physique. Les plus avancées, quant à elles, sont en rapport avec l'esprit ou la monade. Nous ne les aborderons pas car elles sont vraiment trop éloignées de notre conscience actuelle. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes gravitent autour de la première initiation, ce qui ne manque pas d'impacter la société et même de générer différents points de crise et d'épreuves collectives que nous verrons un peu plus tard. Les 2 suivantes, donc que nous aborderons les mois prochains, sont beaucoup moins accessibles car là, il faudra se libérer de la domination du corps émotionnel, puis de celle du corps mental et surtout de notre importance personnelle. Mais ces 2 initiations nous indiquent la direction et les objectifs de nos prochains pas. Revenons maintenant sur la première initiation. C'est une crise qui doit libérer de l'asservissement au monde formel. Elle permet de ne plus être dominé par les pulsions physiques et par l'attrait excessif du matérialisme. Elle invite à aller voir au-delà des apparences et à se connecter au monde des causes plutôt que de se focaliser seulement sur les résultats concrets et immédiats. Elle donne aussi la certitude intérieure que nous sommes des consciences immortelles. Cette première initiation développe normalement le sens du bien commun, respect et intérêt pour l'ensemble. Mais une difficulté ou le piège est que l'énergie de l'âme peut encore être à ce stade-là accaparée et déformée par la personnalité. C'est ce qui s'exprime par des égos spirituels et ce qui explique la raison fondamentale de quête de pouvoir de certaines personnes en chemin. On a tous entendu parler de gourous, de guides qui ont profité de leurs élèves en quête de pouvoir, d'argent ou de sexualité. La personnalité cherche alors à utiliser l'âme et la conscience pour imposer sa volonté. Et il est essentiel de comprendre qu'aucune initiation ne doit autoriser à prendre le pouvoir sur les autres ou même à revendiquer des privilèges. Le parcours initiatique doit mener au service et au don joyeux. Et cet engagement s'accomplit sur une longue période. Il nous faut plusieurs vies pour réaliser les changements de conscience débouchant sur une initiation. Un point fondamental est que chaque initiation apporte un vécu différent. C'est une nouvelle conscience intégrée, expérimentée, et non des connaissances abstraites ou théoriques. Pour rappel, la première initiation est en lien avec le corps physique, et donc par association avec les formes concrètes en général. Il est dit que dans le passé, cette initiation était obtenue après avoir vécu plusieurs vies mystiques, que ce soit en Orient ou en Occident. Détaillons maintenant ces incidences dans notre vie quand nous nous en rapprochons. Pour commencer, le corps physique devient un centre d'intérêt important dans la vie. Il doit être entretenu, soigné, développé
pour ne plus être un frein à l'expression de la conscience. Même si dans un premier temps, c'est la capacité de faire et de créer qui va être renforcée, et donc paradoxalement le pouvoir de la forme. Et justement, chaque initiation est considérée comme une épreuve, car on doit libérer la personnalité des illusions et mirages qui la valorisaient. Donc on va commencer à cultiver sa santé par une alimentation saine et équilibrée, et ça peut prendre la forme de différents régimes comme végétarien ou végan, mais pas seulement. Le point commun de toutes ces démarches est d'être conscient que ce que l'on mange impacte notre santé et notre vitalité. Le corps physique étant le temple qui accueille l'âme, nous devons en prendre soin et le respecter. Et il devient de plus en plus inconcevable donc de le dégrader par une mauvaise alimentation. C'est l'occasion aussi de découvrir progressivement les taux vibratoires des éléments, de s'intéresser à l'énergie et même au prana qui lui nourrit le corps de façon subtile. On peut voir dans la société cet intérêt grandissant pour la nourriture saine, ce qui peut symboliser que de plus en plus de personnes se rapprochent de cette initiation. On va rechercher aussi une meilleure maîtrise du corps physique, ce qui peut mener vers des pratiques traditionnelles comme le yoga, le tai chi, le qigong ou d'autres sports en lien avec le mouvement et la compréhension du corps. On veut développer une mobilité libérée, tout cela pour ne plus se sentir entravé ou limité. Et en recherchant la libre circulation de l'énergie dans le corps, on peut commencer à s'intéresser au corps éthérique. Le corps éthérique est le pont entre la conscience et le corps physique. Il est à l'origine de la psychosomatique et la cause fondamentale de toute manifestation dans le corps physique. Mais dans un premier temps, il fait surtout le lien entre les émotions, les croyances et le corps physique. On peut voir de nos jours différentes approches de soins ou de développement personnel basées dessus. Elles agissent sur les blessures émotionnelles, les croyances limitantes, tout cela pour libérer les individus. Et pour finir, on va chercher à se libérer de nos pulsions physiques, qu'elles soient sexuelles ou violentes. On peut voir là le lien direct avec les approches mystiques où l'abstinence et la non-violence étaient normalement de rigueur. La grande difficulté est qu'il ne suffit pas de donner l'apparence de cette pacification du corps physique pour la vivre réellement. Ce cheminement doit être une voie de purification et non de privation. Sinon, ces répressions risquent de déboucher sur des excès en retour. Dans le passé et encore de nos jours, des voies initiatiques peuvent accompagner ce cheminement. Mais attention à ne pas s'égarer en route. Par exemple, la voie martiale peut être idéale pour apprendre à maîtriser cette volonté et force puissante de l'instinct de survie. Mais si à son origine, la philosophie et la spiritualité en faisaient partie intégrante, de nos jours, c'est moins évident. Dans certaines pratiques, c'est justement la libération de cette force destructrice qui est recherchée dans une quête de toute puissance au service de l'ego. Dans un autre style, le tantra, à son origine, devait apprendre à sublimer les pulsions sexuelles et à faire découvrir l'aspect sacré de la sexualité. L'union des polarités extérieures, masculines et féminines, devait mener à l'union interne entre l'âme et la personnalité. Là encore, le tantra a pu être dévoyé par certains pour justement assouvir des désirs sexuels débridés. De façon globale, on constate bien que cette crise de conscience est à l'œuvre dans différents domaines de la société. Au niveau de la santé, de plus en plus de personnes s'intéressent aux causes de la maladie et ne s'en remettent plus uniquement au traitement allopathique. La nourriture saine est mise de plus en plus en avant, conscient de l'impact négatif de tout ce qu'on appelle maintenant la malbouffe en général. Mais là, la difficulté devient financière. Ce qui est sain est souvent plus cher, mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire le point sur nos priorités. Au niveau physique, les corps vont dans les extrêmes, entre des excès de sédentarité ou de sport à tout va. On est collectivement dans une recherche d'équilibre. Ou encore, au niveau sexuel, les prises de pouvoir ne sont plus tolérées et c'est très bien. Par contre, tous les codes de séduction, de communication amoureuse sont à redéfinir. Et beaucoup de personnes sont complètement perdues. Les différents genres et non-genres, plus la multitude de façons de vivre sa sexualité aujourd'hui,
complexifie encore un peu plus les relations intimes. Mais tout cela nous incite à développer de véritables justes relations dans le respect mutuel et l'ouverture. On peut constater aussi un retour de la spiritualité sous différentes formes, comme avec une vision plus œcuménique des religions qui pourrait mener vers plus d'unité au-delà des apparences extérieures et des vieilles rancunes. Au niveau de la science, l'impact de la conscience est de plus en plus pris en compte par certains avant-gardistes. Tous ces aspects sont l'expression de ce travail au niveau collectif, même s'il est le plus souvent inconscient. Et justement, des choix conscients devront être faits pour permettre cette initiation collective, mais seulement quand le temps sera venu pour le plus grand nombre. La première initiation, quand elle est pleinement réalisée, focalise l'attention sur les causes, c'est-à-dire sur les lois et valeurs qui doivent être exprimées et relayées, confiant qu'elles impactent le monde des conséquences et donc le monde formel. La notion de temps est alors totalement revisitée. La conscience de l'immortalité de l'âme permet d'agir en accord avec ses valeurs, mais sans attente quelle qu'elle soit. La responsabilité d'agir en conscience devient de plus en plus incontournable, et cette conscience, libérée du monde formel, se renforcera avec les prochaines initiations. L'intérêt pour comprendre le monde dans ses aspects plus subtils se développe. On commence alors à étudier sérieusement pour découvrir les lois des mondes intérieurs et spirituels qui sont les réelles sources de toute manifestation. Le développement du corps mental devient aussi un objectif pour pouvoir développer son discernement et se connecter toujours plus à l'âme présente justement sur ce plan. Nous approfondirons tout cela lors de la vidéo concernant la troisième initiation. La notion de service pour le bien commun est alors de plus en plus présente au quotidien, même si cela peut prendre différentes formes en fonction des énergies de chacun. La conscience devient la priorité dans la vie et l'illusion du monde formel se révèle de plus en plus. Mais pour autant, on ne délaisse pas le corps. On s'en occupe pour qu'il nous limite le moins possible et nous permette d'agir en conscience jusque sur le plan physique. Il est dit que cette première initiation est une seconde naissance. Le rapport à la vie s'en trouve complètement modifié. Pour finir, nous pouvons nous questionner sur où nous en sommes. Ressentons-nous ce contact avec l'âme? Ce sentiment d'immortalité? Et pour celles et ceux qui en sont intimement convaincus, est-ce que cela change réellement votre façon de vivre? Nous nous quittons donc avec ces quelques pistes de réflexion. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et au mois prochain avec le thème « Toujours plus sensible ». À bientôt.